Introduction écrite, le plan concessif. Tout d'abord, pour comprendre le plan concessif, nous allons commencer par définir la concession. La concession est une figure de style ou un procédé de rhétorique qui consiste à faire semblant d'accepter les propos d'un adversaire de façon provisoire pour l'amener facilement à accepter nos propos qui lui sont en réalité contraires. Autrement dit, il s'agit de montrer à quelqu'un qu'on est d'accord avec lui, qu'on reconnaît la validité de sa thèse, mais après, et de façon habile et intelligente, on lui impose notre propre opinion, et ce, en lui présentant les avantages de notre thèse, ou bien en lui démontrant les lacunes de sa thèse. Cette méthode nous permet de convaincre facilement un interlocuteur, éviter les protestations de l'interlocuteur, contenter l'interlocuteur, apaiser sa colère en se montrant d'accord avec lui, valoriser votre propre thèse de façon intelligente et sans difficulté. Quelques procédés pour exprimer une concession. Il est vrai que on ne peut pas nier que, sans doute, on est d'accord avec cette idée, bien que, certes, on admet que, on accepte que, il est acceptable que, il est incontestable que, nous devons consentir sur ce point, vous avez raison sur ce point-là, je concède que vous avez raison sur ce point-là, etc. Toujours suivi de mais, pourtant, cependant, néanmoins, etc. Et voici un exemple. Sujet ou bien antithèse. La peine de mort est une sentence équitable lorsqu'il s'agit d'un infanticide. Ici, vous avez deux choix, soit répondre de façon directe en exprimant votre désaccord ainsi. Non, je ne suis pas d'accord. La peine de mort n'est pas la solution pour punir un criminel, même s'il s'agit d'un infanticide. Car je crois qu'il faut tenir compte des circonstances du crime et réfléchir aux causes qui poussent une telle personne à tuer un enfant, comme la pauvreté et le chômage. En plus, il est inhumain de tuer un homme qui a des enfants, etc. Soit en adoptant la concession, en acceptant la thèse adverse au début et après réaffirmer votre propre thèse ainsi. Certes, la peine de mort est une sentence équitable lorsqu'il s'agit d'un infanticide, j'y consens, elle est même nécessaire pour arrêter ces crimes horribles et impardonnables. En fait, celui qui a tué doit être tué pour être un exemple aux récidivistes. Mais la peine de mort n'est pas la solution pour punir un criminel, même s'il s'agit d'un infanticide, car je crois qu'il faut tenir compte des circonstances du crime et réfléchir aux causes qui poussent une telle personne à tuer un enfant, comme la pauvreté et le chômage. En plus, il est inhumain de tuer un homme qui a des enfants, et ainsi de suite. Pour le plan concessif, il s'agit de la même chose. C'est presque la même procédure. Le raisonnement concessif, ou bien le plan concessif, consiste à accepter provisoirement la thèse contraire, à louer les arguments qui l'étayent et les idées qui justifient sa validité dans le premier paragraphe, pour les réfuter par la suite en leur opposant des arguments ou bien des contre-arguments qui appuient la thèse défendue et prouvent l'impertinence ou au moins les défauts de la thèse adverse dans le deuxième paragraphe. Et voici un sujet auquel on va appliquer le plan concessif. Beaucoup de personnes disent que la solitude a des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Avoir des amis est souvent une source d'ennui et de problèmes interpersonnels. Partagez-vous cette idée? Rédigez un texte argumentatif en adoptant le plan concessif dans lequel vous appuyez votre point de vue par des arguments pertinents. Donc voici votre plan. Après l'introduction,
Vous allez mettre dans le premier paragraphe argument en faveur de la thèse adverse. Vous allez afficher ou bien témoigner de votre accord provisoire simulé. La solitude est bénéfique pour la santé physique et morale. Puis dans le deuxième paragraphe, argument pour la thèse défendue, vous allez réfuter la thèse adverse. Pourtant, la solitude a des effets négatifs. Dans la conclusion, vous allez mettre un compromis, une ouverture et pourquoi pas votre point de vue personnel. Donc, commençons par les arguments. Arguments en faveur de la thèse adverse. Par exemple, la solitude permet de méditer, de réfléchir. Être seul permet d'éviter les ennuis et les critiques des autres. Quand on est seul, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. La solitude est une source de bonheur. Vivre seul nous protège des mauvais comportements comme la drogue, la délinquance, etc. Donc on est d'accord sur ce point-là. Dans le paragraphe suivant, argument pour réfuter la thèse adverse. La solitude est un signe d'une maladie psychique ou bien de dépression. L'homme est un être social, il a toujours besoin de l'autre. Les amis nous aident à résoudre les problèmes, les exercices. Un vrai ami soulage et partage notre douleur. Les plus beaux moments sont ceux qu'on a passés avec les amis, etc. Maintenant, affinement et rédaction. La solitude est l'état d'une personne qui préfère vivre à l'écart, isolée des amis et des proches. Beaucoup, ou bien pour beaucoup de gens, la solitude est bénéfique pour la santé physique et mentale. En fait, les amis sont souvent une source d'ennui et de problèmes interpersonnels. Alors, à quel point ce raisonnement est-il juste? N'y a-t-il pas pourtant quelques privilèges de la solitude à apprécier? Il n'y a aucun doute qu'aujourd'hui, la solitude peut paraître bénéfique pour la santé physique et mentale. En fait, c'est une opportunité pour méditer, réfléchir et créer. En outre, être seul protège de certains vices causés par la mauvaise compagnie, comme la drogue, le vol et la criminalité, qui conduisent à l'échec scolaire ou même à la prison. La solitude, il est certain, est une source de bonheur et de liberté, car lorsqu'on est seul, on est heureux et libre, puisqu'on peut faire ce qu'on veut, par exemple écouter la musique ou regarder le film préféré, sans oublier que l'être humain a de temps en temps besoin du calme et du repli sur soi pour mieux se concentrer ou pour retrouver son bien-être loin d'une société pleine d'agitation et de mouvement. Et puis, actuellement, avec le progrès des technologies et de la communication, il est rare de se sentir seul. Enfin, comme a dit Sartre, l'enfer c'est l'autre, et donc vivre seul nous épargne beaucoup d'ennuis qui risquent de gâcher notre paix et notre bonheur. Cependant, et bien que la solitude ait des avantages, elle reste un obstacle à tout développement personnel ou professionnel, parce qu'aujourd'hui, l'esprit de groupe est l'un des facteurs essentiels qui permettent de réussir en s'intégrant facilement dans une société ou dans une entreprise. Par contre, l'isolement mène à la dépression et l'angoisse chronique qui finissent parfois par le suicide. Certaines personnes, à force d'être seules, trouvent des difficultés à communiquer ou à s'ouvrir sur leur entourage, ce qui nuit à leurs propres intérêts. Ajoutant à cela qu'il y a des amis qui gardent entre eux de bonnes relations fondées sur l'entraide, le respect réciproque et le divertissement. Jeux, révision des cours, conseils, voyages, travail, etc. En fait, les plus beaux souvenirs sont ceux qu'on a passés avec les amis. Enfin, le partage des émotions avec les autres procure contentement et bien-être. En guise de conclusion, qu'elle soit un choix ou bien une contrainte, la solitude pourrait être le symptôme d'un dysfonctionnement mental ou émotionnel. Je crois que l'homme est un être de nature sociale, voué à vivre en communauté, mais aujourd'hui, la communication virtuelle qui s'impose nous oblige à s'interroger sur l'avenir de cette nature.